la genèse de ce thriller? Est-ce que vous aviez déjà abordé la question de la violence, vous aviez déjà abordé la question de l'évolution ou encore de la mémoire dans vos précédents romans, mais vous n'aviez jamais encore fait de la mort le personnage principal, si je puis dire, l'héroïne de ce thriller. Comment vous est venue cette idée? Alors c'est l'idée d'écrire un livre autour de la mort, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Ouais. Ça fait partie des grands sujets voilà, que j'avais envie de traiter, comme vous l'avez dit, la mémoire, l'évolution, l'ADN, le virus, comme j'ai fait dans Pandémia. Ouais. Mais vous savez, quand on a une grande idée, il faut trouver le moyen de la concrétiser, de la transformer en une histoire, en un roman. C'est vrai que ce qui m'avait rebuté avec la mort, c'était que par définition, c'est pas très gai. Non, et voilà, donc j'écris quand même des histoires où je propose un voyage. Ça reste une évasion de lire un livre, donc c'est toujours très important de se dire, les gens qui vont lire ce livre vont avoir envie de vivre une aventure et de prendre du plaisir de lecture. Et c'est le cas, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à lire la feuille. Oui, et donc voilà, il fallait trouver le moyen de parler de ce sujet quand même très grave qu'est la mort, mais en gardant le cœur de ce que je veux faire, c'est-à-dire de procurer du plaisir. Donc il fallait trouver vraiment un équilibre et un moyen de la concrétiser, d'écrire une histoire autour de ce sujet. Ça paraît entre guillemets évident quand on lit le livre, mais c'est vrai que c'est long à se mettre en place et j'ai trouvé que c'était le bon moment cette année pour le faire. Je me sentais prêt à parler de ce sujet. Donc c'était très fort émotionnellement aussi à écrire. Et alors c'est très fort émotionnellement à lire, mais on apprend aussi énormément de choses dans votre livre autour de la mort, parce que finalement on parle de la mort comme ça, mais il y a énormément de dimensions qui lui sont liées et qui sont méconnues. Par exemple, personnellement, j'ignorais que la définition de la mort, elle n'était pas la même dans tous les pays. Oui. J'aimerais bien que vous nous racontiez en quelques mots en quoi, et surtout, du coup, pourquoi c'était si fécond d'un point de vue romanesque et quelles sont les conséquences de cette définition qui fluctue d'un pays à l'autre? Oui, alors la définition de la mort a changé avec les époques et avec l'évolution de la science parce que on a tous entendu parler justement des croque-morts qui mordaient les orteils il y a un siècle. C'était une légende ça, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Non, c'était vrai. Ils mordaient vraiment les... Parce qu'il y avait un nerf et puis, qui déclenchait forcément des mimiques du soi-disant cadavre, et il y en a qui bougeaient de temps en temps, c'était un moyen. Puis après, il y a eu l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire qu'on a estimé que l'arrêt cardiaque, c'était la définition de la mort. Et après, à partir de 1968, fin de ces années-là, on s'est rendu compte que finalement, l'arrêt cardiaque, c'était pas synonyme de mort. Il y a des gens qui revenaient, le cœur se remettait à battre, donc les personnes étaient encore vivantes. Et donc, la définition de la mort est venue à la mort cérébrale, c'est-à-dire aujourd'hui, en France, quelqu'un est déclaré comme mort si le cerveau est mort, donc plus aucune activité. Et le tronc cérébral, c'est la partie qui est collée sous le cerveau, qui fait le lien entre le cerveau et tout ce qui est nerveux en fait et qui va générer la respiration, les battements cardiaques. Donc il faut ces deux éléments-là inactifs pour déclarer quelqu'un de mort. Alors que par exemple aux États-Unis, en Angleterre, seul le cerveau suffit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui continuent à respirer spontanément et dont le cœur continue à battre sans les machines, mais qui en fait n'ont plus aucune conscience. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment mort, et on estime dans ces pays-là qu'à partir du moment où on n'a plus de conscience, on n'est plus un être social, et donc on est déclaré comme mort. Et donc voilà, c'est très troublant parce que une personne qui est morte en Angleterre, qui aurait que le cerveau mort, en France, elle serait encore considérée comme vivante parce que le tronc cérébral fonctionne encore. Donc ça crée des incohérences en fait. Et c'est ça, moi en fait, j'ai tiré un peu sur ce fil-là pour créer quelque chose de très curieux autour d'un personnage dont on ne sait pas trop. Pour certains, il est mort, pour d'autres, il n'est pas mort. Le corps continue à évoluer alors qu'en fait, le cerveau est complètement mort. Donc c'est, Et ça crée des frictions entre vos personnages. Oui, ça crée des frictions, puis ça crée des vraies interrogations chez les gens, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'est la mort. Et j'ai voulu aussi comprendre d'un point de vue scientifique, justement, quand elle apparaît, en fait, c'est pas spontané, c'est tout un ensemble de réactions. Et en fait, quand trouve-t-on le retour en arrière impossible? C'est-à-dire à partir de quel point on ne peut plus revenir en arrière? Et donc c'était fascinant, parce qu'après, il y a évidemment tous les gens qui reviennent, il y a les expériences de mort imminente, avec ces visions, de se dire est-ce que c'est le cerveau qui génère les visions, ou est-ce que c'est l'âme qui flotte quelque part, qui voit des choses et qui revient. Et c'est pour ça que c'est un sujet vraiment très romanesque. Après, on imagine bien aussi, et je le fais aussi dans le roman, je le traite, des gens un peu poursuivis par la mort, c'est-à-dire qui auraient dû mourir, des accidents, tout le monde est mort sauf cette personne-là, elle survit, puis à un moment donné, elle meurt quand même. Je ne sais pas si vous avez vu le film Destination Finale il y a quelques années, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réchappe à la mort,
On n'est pas le même. On n'est pas le même, on est transformé, mais est-ce qu'elle va pas venir nous rechercher plus tard C'est ça. et nous traquer et donc voilà, il y a vraiment tous ces éléments-là, et c'est ce qui crée un récit vraiment très, très romanesque et très rythmé en fait autour de la mort. Tout à fait, et on n'est jamais au bout de nos surprises. Je trouve que c'est ça qui fait la force de ce roman-là. Vous nous faites découvrir des choses assez terribles, donc, que je me garderai donc bien de divulgacher, mais aussi des pratiques méconnues, Franck Thillier. Par exemple, j'ignorais complètement l'art funéraire du transi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Le transi, c'est vraiment cet art funéraire qui consiste à dire bah non, la mort n'est pas belle, et puis un cadavre, c'est ça en fait. Et donc on a des statues, des moulures, des peintures qui sont des transis, c'est-à-dire bah, le mort, c'est pas le mort souriant dans son lit, c'est ce corps tout squelettique, tout. Et vous vous êtes inspiré de transi pour écrire le roman ? Oui, bah, j'ai découvert, oui, des transis, on en trouve, enfin, voilà, mais parfois des anonymes, hein, c'est juste des gens qui. Donc on trouve toute cette documentation. Là, il y a par exemple les photos qu'on prenait dans les années 20, que les gens prenaient avec leurs défunts, c'est-à-dire vous avez des photos de famille. On se faisait photographier avec son les morts mort qui étaient là. Parce qu'on considérait que justement c'était un dernier au revoir, donc il y a beaucoup de photos où des gens qui sont morts, mais on prenait des photos de famille en fait. Et on prendra une photo de nous deux tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et mais voilà, il y a un rapport qui a évolué aujourd'hui par rapport à la mort. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à. C'est très curieux parce qu'on la voit partout. On la voit à la télé, on la voit avec le Covid. Par contre, quand elle nous touche un peu plus près, autour de nous, on essaye de la fuir, de l'ignorer. Et ça aussi, c'était fascinant à traiter dans le livre. J'ai vraiment voulu traiter ce sujet de la mort. Encore une fois, on en revient là, mais sous tous les aspects, c'est-à-dire elle est omniprésente à la fois dans les personnages, dans mon propos, et puis dans les lieux aussi, qui ont tous un rapport justement avec la mort. La vie s'agite de nombreuses façons autour de la mort, en fait. C'est ça dont on prend conscience en lisant votre roman. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, je parle beaucoup de la mort, mais c'est quelque part une ode à la vie, et puis c'est la force de la vie qui surpasse un peu tout ce qui se passe autour de cette mort qui est omniprésente. Voilà, c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai voulu quelque part que le lecteur aussi apprivoise un peu ce qu'est la mort, qu'il en est, voilà, qu'il comprenne un peu ce qu'elle représente d'un point de vue scientifique, et puis évidemment ces questions un peu d'éthique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui nous concernent tous à un moment donné dans nos vies, parce que c'est vrai que la mort c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, universel, et c'est vrai que j'aime bien apporter une réflexion au lecteur quand il referme le livre, voilà, qu'il ait appris quelque chose et qu'il ait aussi envie finalement peut-être de creuser encore un peu plus le sujet. Dans le livre, Franck, c'est ainsi que vous réussissez à générer une tension absolument incroyable. Les personnages sont confrontés à des questions terribles, à des questions bioéthiques. Quelle est cette question ? Oui, j'ai voulu aborder la partie éthique de la mort, notamment ce qui touche la fin de vie, mais pas forcément d'une personne âgée, c'est-à-dire une personne qui est en pleine forme, qui à un moment donné voit sa vie fauchée, et donc qui se retrouve à l'hôpital sous respirateur. Alors, j'en dis pas plus, mais en tout cas, à un moment donné, justement, on va avoir des personnages qui vont avoir un choix à faire, c'est-à-dire de cette personne qui est là, que les machines font encore respirer, dont le cœur bat encore. Ils vont pas tous être d'accord. Ils vont pas tous être d'accord, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit très fort et qu'on comprend, c'est-à-dire que c'est ce qui va générer beaucoup d'émotions chez le lecteur, parce qu'on peut comprendre les deux parties, celles qui sont pour et celles qui sont contre, parce qu'elles ont chacun des arguments très, très justes, un peu comme, vous savez, l'affaire Vincent Lambert, par exemple, qui a suscité un peu des débats comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai apporté quelque chose de différent de l'affaire Vincent Lambert. Il y a quelque chose en plus qui déchire encore plus la famille, parce qu'il y a cette mort qui est là, le retour en arrière impossible, mais en même temps, il y a la vie qui est là quelque part. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on privilégie l'arrêt de la souffrance et qu'on satisfait une partie des personnes, ou alors est-ce qu'on donne un sens on pousse la vie et on aide les autres personnes ? Et c'est ça l'éthique, en fait. C'est-à-dire que l'éthique, c'est il n'y a jamais de bonne solution, c'est-à-dire c'est de choisir la moins mauvaise solution. Et ce qui est terrible pour nous lecteurs, c'est qu'on a l'impression à chaque fois qu'un personnage en fait expose ses arguments, d'être dans son camp, et il suffit que l'autre lui-même s'y oppose et présente sa position qui est littéralement adverse, et celui-là aussi on le comprend. Oui, finalement ils ont tous raison, c'est des déchirements permanents, et on se rend compte que c'est vraiment des questions
très compliquées. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui et qu'elles soulèvent beaucoup de questionnements, d'émotions. Et même avec les lois, c'est compliqué parce que les lois sont générales et ces cas-là sont très particuliers. Et c'est vraiment cette particularité-là que j'ai voulu souligner. Et c'est ce qui va vraiment générer aussi de l'émotion chez le lecteur, j'espère. Alors, je confirme. Franck Thillier, imaginons que vous puissiez emporter 2 polars, 2 thrillers, 2 livres noirs dans l'au-delà. Lesquels emporteriez-vous? J'emporterais Frankenstein. On va rester un peu dans le sujet. Ça va très bien avec La Faille. Oui, Il est très présent d'ailleurs, Frankenstein, dans La Faille. C'est un roman qui est extraordinaire et je l'ai lu 2 fois. En fait, je l'avais lu quand j'étais jeune, ado, et on relit ce livre adulte. Et je l'ai relu justement à l'occasion de La Faille. On voit un message différent, c'est-à-dire finalement qui est le monstre. Est-ce que c'est le créateur ou est-ce que c'est la créature elle-même? Est-ce que l'homme naît bon et puis c'est la société qui finalement qui le rend mauvais, et puis c'est ça qui est intéressant quand on a lu parfois de relire un livre qu'on a lu jeune, parce qu'on se rend compte qu'il est complètement différent de la perception qu'on en avait à l'époque. Et si vous deviez emporter comme 2e livre un titre qui vous a plus particulièrement marqué en tant qu'auteur cette fois-ci, auquel vous pensez souvent lorsque vous écrivez? Alors je pense beaucoup au livre de Stephen King, qui était un guide en tout cas pour moi. Alors ce serait Misery. Alors pourquoi Misery? Parce que pour moi c'est le huis clos parfait. C'est-à-dire que moi j'adore les histoires en huis clos. J'en ai écrit quelques-unes. Je trouve que c'est un exercice fascinant quand on est un auteur. Unité de lieu, de temps, très peu de personnages, et de réussir à créer un suspense sans matériel, on va dire, avec le plus simple matériel. C'est fascinant, et c'est vrai que dans Misery on a ça, et puis il y a le rapport à l'écriture dans Misery. C'est un écrivain qui est forcé à écrire. C'est un personnage qu'il a tué dans un roman précédent, qui va le ramener à la vie. On retrouve un peu de Frankenstein là-dedans. Et donc voilà, c'est un livre que j'aime bien relire. Et puis qui est en plus un livre quand même qui dresse tous les poils, tellement c'est du Stephen King, donc c'est terrorisant, ça laisse des images dans la tête, et donc voilà, c'est vrai que j'y pense souvent dans la construction, dans ce huis clos parfait. Nous on passe derrière, on écrit des huis clos, puis souvent on fait référence, mais c'est comme Misery ou comme Shining de Stephen King. C'est un peu le maître. Oui, c'est un peu le maître, et bon, on essaye après chacun d'avoir nos univers, mais voilà, c'est un roman qui est important pour moi. Merci beaucoup Franck Thillier. Avant de se quitter, si vous voulez bien, avant de mourir, on parle toujours du dernier mot. Ah oui, le petit mot. Bon, de nous laisser un petit mot dans notre registre du souvenir, ce qui nous permettra de garder un souvenir éternel de cette rencontre entre 4 planches. Allez.